Mâcon, 1928 11 02. Abasie chez une traumatisée de guerre. Communication faite par M.M. Trenel et Jacques L. Lacan à la Société de neurologie de Paris, paru dans la revue neurologique de Paris, 1928, T.1, numéro 2. Nous présentons cette malade pour la singularité d'un trouble moteur vraisemblablement de nature psychiatrique, commotionné pendant la guerre le 22 juin 1915 par l'éclatement d'un obus qui, tombant sur la maison voisine, détruit sa maison, ayant reçu elle-même quelques blessures superficielles. La malade a constitué progressivement depuis cette époque un syndrome moteur dont la manifestation la plus remarquable se voit actuellement pendant la marche. La malade part en effet à reculons, marchant sur la pointe des pieds, à pas long d'abord, puis précipité. Elle interrompt cette démarche à intervalles réguliers de quelques tours complets sur elle-même, exécutés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit de droite à gauche. Nous reviendrons sur les détails de cette marche qui ne s'accompagne, disons-le dès maintenant, d'aucun signe neurologique d'organicité. L'histoire de la malade est difficile à établir du fait du verbiage intarissable et désordonné dont la malade s'efforce, semble-t-il, d'accabler le médecin dès le début de l'interrogatoire. Plainte dramatique, interprétation pathogénique. Elle a eu un effondrement de tout le côté gauche dans le coccyx, etc., etc. Histoire où les dates se brouillent dans le plus grand désordre. On arrive pourtant à dégager les faits suivants. Le 22 juin 1915, à Sainte-Paule-sur-Mer, un obus de 380 détruit 3 maisons, dont la sienne. Quand on la dégage, la jambe gauche engagée dans le plancher effondré. Elle décrit complaisamment la position extraordinairement contorsionnée où l'aurait jeté la secousse. Elle est conduite à l'hôpital Sainte-Paul de Béthune, où l'on constate des plaies par éclat d'obus, plaies superficielles, du cuir chevelu, du nez, de la paroi costale droite, de la région de la fosse épineuse droite, les séquelles motrices d'ordre commotionnel durent dès lors être apparentes car elle insiste, dans tous les récits, sur les paroles du major qui lui disait « Tenez-vous bien droite. Vous vous tiendrez droite. Vous êtes droite. Restez droite. » Commençons ainsi, dès lors, une psychothérapie qui devait rester vaine par la suite, si même elle ne lui a pas fait son éducation nosocomiale. De là, après de courts passages dans plusieurs hôpitaux de la région, elle arrive à Paris en août 1925. Seule, la plaie du dos n'est pas encore fermée. Elle suppure. Il est impossible de savoir d'elle quand exactement cette plaie se ferma. En septembre, semble-t-il, au plus tard. Mais dès cette période,
Elle marche dans une attitude de pseudo-contracture sur la pointe des pieds. Elle marche en avant, souffre du dos, mais se tient droite. Elle prétend avoir eu une paralysie du bras droit, lequel était gonflé comme il est maintenant, comme les joues, comme l'article. Voilà. Dans les années qui suivent, son histoire est faite de la longue série des hôpitaux, des médecins qu'elle va consulter, des maisons de convalescence où elle séjourne, puis, à partir de mai 1920, de ces interminables démêlés avec les centres de réforme avec lesquels elle reste encore en différence. Elle passe successivement à la Salpêtrière, à l'INEC, à un dispensaire américain, à Saint-Louis, où on lui fait des scarifications dans la région cervicale. Scarification qui semble avoir favorisé la sortie de fins éclats de fonte et des filochures d'étoffe. Puis elle entre comme femme de chambre chez le duc de Choiseul, place que des crises d'allure nettement pitiatiques, l'extravagance apparente de sa démarche, la force bientôt d'abandonner. Celle-ci change en effet plusieurs fois d'allure et de démarche que la malade appelle en bateau, à petits pas, puis démarche analogue à celle des enfants qui font de la poussière. Enfin, démarche en croisant les jambes successivement l'une devant l'autre. C'est alors qu'elle entre en janvier 1923 à l'INEC, d'où on l'a fait sortir plus rapidement qu'il ne lui eût convenu. C'est au moment même où on la contraint de quitter, contre son gré, son lit, que commence sa démarche à reculons. En 1923, M. Souk la voit à la Salpêtrière. Il semble alors déjà la marche à reculons se compliquant sur elle-même de tours d'abord partiels, puis complets. Elle est traitée par des décharges électriques sans aucun résultat. M. l'ermite l'observa en 1924, et cette observation qu'il a bien voulu nous communiquer nous a servi à contrôler l'histoire de la malade qui n'a pas varié dans ses grandes lignes au moins depuis 7 ans. Durant toute cette période, elle va consulter de nombreux médecins, attachant une extrême importance à toutes ces démarches. Bousculée une fois dans la rue par un voyou, elle en a eu un effondrement du thorax. Plus tard, bousculée par un agent, elle est restée 2 jours l'œil gauche ouvert sans pouvoir le fermer, etc. Dans le service de M. l'ermite, la malade marchait à reculons, sans tourner sur elle-même, sauf le soir pour regagner son lit. Cette démarche en tournant est réapparue quand elle entre en 1938 à Sainte-Anne, à la suite de troubles mentaux qui se sont manifestés depuis février 1927, hallucinations auditives, ondes qui lui apportent des reproches sur l'emploi de sa vie. Elle a même fait boucher 2 fœtus morts, ses cheminées, pour empêcher ces ondes de pénétrer. On l'a rendue enceinte sans qu'elle le sache de 2 fœtus morts. C'est un médecin qui lui a envoyé ces ondes. Elle a écrit au gouverneur des Invalides
et menaçait de mettre le feu à sa maison. Ce délire hallucinatoire polymorphe avec hallucination de l'ouïe et de la sensibilité générale s'atténue durant son séjour dans notre service. Symptômes moteurs. La malade pratique la marche que nous avons décrite. Marche à reculons, compliquée de tours complets sur elle-même. Ces tours sont espacés quand la malade a d'assez longues distances à parcourir. Elle les multiplie au contraire quand elle se déplace dans un étroit espace de la chaise d'examen au lit où on l'a pris de s'étendre. Par exemple, elle déclare que cette démarche lui est indispensable pour se tenir droite et, si l'on veut la convaincre de marcher en avant, elle prend une position bizarre, la tête enfoncée entre les deux épaules, l'épaule droite plus haute que la gauche. D'ailleurs, pleure, gémit, disant que tout s'effondre dans son thorax. Elle progresse alors péniblement, le pied tourné en dedans, posant son pied de trop en avant, croisant ses jambes, puis, dès qu'on ne la surveille plus, reprenant sa marche rapide à petits pas précipités, sur la pointe des pieds à reculons. Si l'on insiste et que, la prenant par les mains, et la prenant pas les mains, on tente de la faire marcher en avant, elle se plie en deux, réalisant une attitude rappelant la cantocomie, la cantocomie, puis se laisse aller à terre ou même s'effondre. Ou même s'effondrer. Acte qui s'accompagne de protestations parfois très vives et de plaintes douloureuses. Une surveillante nous a affirmé l'avoir vue, se croyant seule et non observée, parcourir normalement plusieurs mètres de distance. Absence de tout symptôme de la série cérébelleuse. Il n'existe aucune saillie ni déformation de la colonne vertébrale, aucune atrophie musculaire apparente des muscles, de la nuque, du dos, des lombes, des membres supérieurs ni inférieurs, aucune contracture ni aucune hypotonie segmentaire dans les mouvements des membres ni de la tête, la diminution de la force musculaire dans les mouvements actifs que l'on peut constater aux membres supérieurs dans l'acte de serrer la main par exemple, est tellement excessive, accompagnée d'ailleurs de douleurs subjectives dans la région intercapulaire, qu'elle est jugée pédiatrique, sinon volontaire. Examen des téguments. On peut constater au niveau de l'angle externe de l'omoplate droite une cicatrice étoilée, irrégulière, grande comme une pièce de 2 francs, formant une dépression adhérente. À la base de l'hémithorax, droit sur la ligne axillaire. L'hémithorax.
maxillaire, une cicatrice linéaire un peu silhouette silhouettienne d'une longueur de 6 cm. Au niveau de l'aile gauche et du lobule du nez, une cicatrice assez profonde. Enfin, dans la région frontopariétale du cuir chevelu, presque sur la ligne médiane, une cicatrice linéaire bleuâtre, longue de 3 cm et demi, légèrement adhérente dans la profondeur. On note enfin dans les deux régions préparotidines, sur le bord postérieur des masséters, en avant du lobule de l'oreille, deux masses indurées, celle de droite, plus petite et non adhérente à la peau sous laquelle elle roule, celle de gauche, plus volumineuse et adhérente à la peau au niveau d'une petite cicatrice étoilée que la malade rapporte aux scarifications qu'on lui fait à Saint-Louis en 1921. Un œdème local peut être facilement constaté à la vue et au palpé au niveau de l'avant-bras droit qui paraît nettement augmenté de volume par rapport à celui du côté opposé. Œdème sur le tissu sous-dermique paraît au palpare plus épais. La peau n'est pas modifiée dans la finesse, ni cyanose, ni trouble thermique. La mensuration pratiquée au niveau du tiers supérieur de l'avant-bras donne 28 cm de circonférence à droite, 24 à gauche. Cet œdème, strictement local, qui ne s'étend ni au bras ni à la main, avait déjà été constaté par M. Souk. Sensibilité. La malade se plaint de vives douleurs subjectives dans la région cervicale postérieure et dans la région intercapulaire. Le moindre attouchement véhémente et une résistance à l'examen. L'examen de la sensibilité objective, tactile et thermique, ne montre chez elle aucun trouble, si ce n'est analgésie complète de tout le tégument, variant à chaque examen. M. l'ermite avait noté analgésie complète de tout le tégument. La notion de position est normale. Les réflexes tendineux, rotuliens, achilléens existent normaux. Le tricipital est faible. Le stylo-radial et les cubitaux et radiopronateurs sont vifs. Les réflexes cutanés plantaires, normal à droite, extrêmement faibles à gauche, normaux en flexion. Les réflexes cutanés abdominaux, normaux. Les réflexes pupillaires à l'accommodation et à la distance sont normaux. Aucun trouble sensoriel autre. Examen labyrinthique. Nous en venons à l'examen labyrinthique. Monsieur Alphen a eu l'obligeance de pratiquer cet examen. Il a constaté épreuve de Barani. Au bout de 35 pouces nystagmus classique, dont le sens varie avec la position de la tête. Épreuve rotatoire, 10 tours en 20 pouces. La malade s'effondre sans qu'on puisse la tenir. En poussant des cris, on ne peut la remettre sur pied. Cette hyper-réflexivité reflète
réflectivité ne se voit que chez les pédiatriques, où certains centres cérébraux sont lésions. C'est quoi la définition de pédiatrique? Parce que le terme semble dans la pathologie. Focus. À l'instant important, ça se répète souvent, donc nous pouvons aller chercher le terme au lieu de rester sans le savoir. Qui utilise la persuasion comme moyen thérapeutique de certains troubles nerveux ou mentaux. Méthode pédiatrique. Mais c'est quoi par rapport aux symptômes d'abord? C'est ce que ça requiert ou est-ce que c'est juste une définition de sa particularité? Donc on dit de quelque chose qu'il est pédiatrique s'il permet de guérir des troubles mentaux ou physiques grâce à la persuasion. Pédiatrique décrit quelque chose, un processus, une méthode qui vise à persuader. Cette réflectivité ne se voit que chez les pédiatriques, où certains centres cérébraux sont lésés. D'ailleurs, en recommençant l'épreuve, on n'a pas pu obtenir de réflexe nystagmique. 5 à 11 pouces de maximum au lieu de 40 pouces. Cette dissociation entre l'épreuve rotatoire et l'épreuve calorique ne s'explique pas. La malade part en amont. C'était une hôpital et en raison des manifestations excessives auxquelles elle tenait lieu de la part de la malade, il en a été de même pour l'examen voltaïque que M. Baruch a eu l'obligeance de pratiquer. Néanmoins, malgré les difficultés de l'examen, il a constaté une réaction normale, inclinaison de la tête vers le pôle positif à 3,5 ampères, accompagné des sensations habituelles, mais fortement exagérées par la malade qui se laisse glisser à terre. D'ailleurs, tous les examens physiques ou tentatives thérapeutiques sont accompagnés de manifestations excessives, de protestations énergiques et de tentatives d'échapper à l'examen. Il n'est pas jusqu'au simple examen du réflexe rotulien qui ne fasse prétendre par la malade qu'il donne lieu à une enflure du genou. Il va de soi qu'il n'a pu être question d'une ponction lombaire qui aurait immanquablement donné une base matérielle à de nouvelles revendications. La radiographie du crâne exécutée par M. Morel-Kahn est négative. Rien ne peut mieux donner l'idée de l'état mental de la malade que la lettre qu'il adressait en 1924 à l'un des médecins qui l'avait observé. Monsieur le docteur, la demoiselle s'avançant arrière présente ses sentiments respectueux et s'excuse de n'avoir pas donné de ses nouvelles. En septembre, je suis allé en Bretagne, Morbihan. L'air, le soleil m'a fait grand bien, mais 24 jours, c'était insuffisant pour moi, ayant, depuis fin juin 1923, refait arrière tous ces mouvements nerveux de bombardement, déplacement d'air et d'impossible équilibre. Je n'ose plus sortir seul, je n'ai plus de force et baisse la tête en me reculant. Le mouvement de ma jambe droite, comme avant les brutalités reçues dans la rue, l'affaiblissement de la partie gauche me fait tirer la jambe gauche droite.
Je croise, m'avançant arrière un moment, et j'ai un jour arrivé les 3 étages, le talon gauche en l'air. Le bout du pied soutenant cette marche, périlleuse et pas moyen de 3 étages. Voyons. De 3 étages, le talon gauche en l'air, le bout du pied soutenant cette marche, pardon. Non, le bout du pied. Voyons. Le bout du pied soutenant cette marche périlleuse, et pas moyen de la dégager. Ça se casserait. Voilà, j'ai relu la même ligne sans le connaître. Je suis tombé plusieurs fois dans le fond des voitures ou des taxis. Je sors le moins possible dans ces conditions, mais la tête aurait besoin de beaucoup d'air. Mademoiselle X, avocat à la cour d'appel, va se charger de me défendre au tribunal des pensions vers le commencement du mois prochain. C'est bien long et je suis très affaibli par ces coups et brutalités, mouvements que je n'aurais plus refait intérieurement briser le peu qui me maintenait toute droite. Le thorax maintenu encore dans un drap. Je pliais tout à fait de l'avant, sans pour cela y marcher tordu vers le cœur et autour de la tête. Aussi, je ne sais plus, c'est empirique. Selon que je bouge la tête, je reste la bouche ouverte en plus de contraction. Si j'oublie de rester droite, si je pouvais être tranquille à l'air, excepté le froid, ces inconvénients qui m'avaient quitté cesseraient peut-être. J'avais appelé au secours après le déplacement d'air, en attendant les plaintes. En attendant les plaintes de mon père, pour en finir, les nerfs se retirent, les autres fonctionnent pas et pas moyen d'appuyer sur les talons. Je serais venu, monsieur le docteur, présenter mes respects ainsi qu'à monsieur le professeur, mais j'ai tant de difficultés. Recevez mes bons sentiments, monsieur Souk. Je connais bien la curieuse malade de Lynn Trinel. Je l'ai observée à la Salpêtrière en 1923, au mois de janvier, avec mon interne, Jacques de Massary. Elle présentait, à cette époque, les mêmes troubles qu'aujourd'hui. Une démarche extravagante et un œdème du membre supérieur droit. Elle marchait tantôt sur la pointe des pieds, tantôt sur leur bord en se dandinant. Parfois, elle allait à reculons, tournait sur elle-même, etc. À l'entendre, la démarche sur la pointe des pieds tenait à une douleur des talons et la démarche en canard aux douleurs du dos, où il y avait des cicatrices de blessures, mais il est clair que les autres attitudes de la démarche n'avaient rien d'antalgique. Quant à l'œdème du membre supérieur droit, il était limité à la partie inférieure du bras et à l'avant-bras, la main restant intacte. Il était blanc et mou. Elle l'attribuait au fait d'avoir été projeté avec violence comme un paillasson contre le mur.
Le caractère segmentaire singulier de cet œdème nous fit penser à la simulation, mais nous ne trouvâmes pas des traces de striction ou de compression. À cette époque, la malade ne présentait pas d'idée de revendication. Le diagnostic porté fut sinistrose, MG aussi. Comme M. Souk, je reconnais cette malade que j'ai longuement examinée en 1923 dans mon service de l'hospice Paul Brousse avec mon ami l'ermite. Nous l'avions considéré à ce moment comme un type classique de psychonévrose de guerre, avec ses manifestations grotesques et burlesques, développées sur un fond de débilité mentale. D'ailleurs, la malade se promenait avec un carnet de pensionné de guerre et ne cachait pas son intention de faire augmenter le pourcentage de sa pension. Nous avions alors proposé à la malade de l'hospitaliser en vue d'un examen prolongé d'un traitement psychothérapique. Mais 48 heures après son entrée dans le service, et avant même que le traitement fût commencé, la malade quittait l'hôpital sans faire signer sa pancarte. C'est là un petit fait qui vient confirmer la manière de voir de M.M. Trenel et Lacan et qui souligne bien l'état mental particulier de cette malade, semblable à ceux dont nous avons vu tant d'exemples durant la guerre.